samedi, à partir de 10h, suivez votre émission Le Grand Direct de Diaspora FM. Émission de débat politique, économique et social. Le Grand Direct. Auditeurs, auditrices de Diaspora FM, bonjour. Merci de nous rejoindre une fois de plus sur cette émission, le Grand Direct de Diaspora FM, qui retrouve encore une fois le coach Patrick Amarpoyon. Bonjour. Bonjour. Alors, coach Patrick Amarpoyon, votre nom est si bien connu, dans le domaine tout aussi connu que le coaching africain, votre spécialité étant celle du coaching africain basé sur le système africain, la façon dont les Africains réfléchissent, agissent et tout. Alors, face à leurs problèmes, aujourd'hui, le Grand Direct se veut un peu comme une clinique, c'est-à-dire un ensemble de solutions aux maux qui minent les Béninois, les Africains, par ces temps de mauvaises situations, tout simplement parce que il y a la morosité, il y a le manque d'argent, il y a franchement beaucoup de choses qui méritent qu'on réfléchisse. Alors c'est pour cela que nous avons recours à vous, coach Patrick Amarpoyon, et merci déjà pour cette nouvelle émission. Alors, est-ce que vous, en tant que coach, Patrick Amarpoyon, vous constatez vraiment le mal-être général ici au Bénin, depuis votre arrivée, parce que j'annonce aux auditeurs que vous n'êtes pas totalement résident au Bénin. En fait, je ne suis pas résident au Bénin. Je passe de temps en temps pour prendre des nouvelles, pour voir la famille et pour mener des activités. Et donc, je suis de passage au Bénin, où j'ai eu l'occasion de rencontrer des Béninois de divers horizons. Je voudrais déjà dire que je peux à la fois confirmer et infirmer le fait d'un mal-être. Confirmé parce qu'effectivement, il y a beaucoup de Béninois, quand vous voyez les conditions de travail qu'ils acceptent, les salaires qu'ils proposent d'avoir, vous comprenez qu'il y a vraiment un mal-être à leur niveau. Mais dans le même temps, j'ai près de 800 Béninois avec qui je travaille tous les jours à travers les réseaux sociaux, à travers nos organisations, et je n'ai pas le sentiment à leur niveau qu'il y a un mal-être. Bien au contraire, je peux vous dire que aujourd'hui, certains ont même l'impression que la manière dont les banques vous interpellent sans vous expliquer la procédure, parce que vous avez déposé de l'argent sur un compte bancaire, la manière dont on vous convoque comme si vous êtes devenu suspect, les amène à se demander si on ne veut pas qu'on n'ait pas d'argent dans le pays. Donc c'est pour dire que en réalité, il y a des personnes qui ont des difficultés, certes. Il y a des personnes qui ont plus de difficultés depuis quelque temps, comme il y a des personnes qui se portent mieux. Et c'est pas seulement ceux qui sont en politique. Je prends par exemple dans le domaine de l'enseignement. Dans le domaine de l'enseignement, vous savez que sous Yahi Boni, les enseignants ont eu beaucoup d'augmentation de salaire, qu'ils ont eu du mal à un moment donné à gérer, qu'ils gèrent de mieux en mieux. Vous savez que des avantages ont été apportés vers la fin de l'année passée aux artisans, des avantages ont été apportés à donc bref, il y a beaucoup de catégories sociaux qui peuvent vous dire qu'il ne vaut pas moins que par le passé. Mais effectivement, ce serait injuste de ma part de ne pas reconnaître qu'il y a des Béninois qui ont effectivement des problèmes, des difficultés pour pouvoir vivre. Vous le dites si bien, et c'est pratiquement la grande masse, parce que il n'y a pas de jour sur les radios, les émissions de grogne et autres interactives n'interpellent le gouvernement sur la situation vraiment, comment dirais-je, économique du pays. Pensez-vous vraiment que on puisse trouver quand même des causes à cette situation? Qu'est-ce qui explique ces gesticulations, ces jérémiades, voilà, de la part de la population? Vous savez, sur les réseaux sociaux, vous allez constater que dès que vous créez un réseau social et que le premier dit « merci de m'avoir ajouté », tout le monde commence par lier « merci de m'avoir ajouté ». En réalité, si vous constatez les jours à venir que les tout premiers qui appellent les radios commencent par dire « ça va de mieux en mieux, ça va de mieux en mieux », vous allez voir que la tendance aussi va changer. Il y a une tendance à suivre dont il faut faire attention. Mais pourquoi cette tendance à suivre au lieu de dire réellement ce que l'on pense, ce que l'on remarque en soi? Justement parce qu'on ne pense pas. Le monde francophone, l'école de Jules Ferry ne nous a pas appris à penser. Je vous donne un exemple. Je viens dans un groupe, une réunion, où tout le monde semble me dire qu'ils ne sont pas d'accord avec le fonctionnement de l'organisation, par exemple. Il suffit que je rappelle 2 ou 3 faits
qui oriente et qu'un des participants prenne la parole pour me soutenir, c'est fini. Vous allez voir tout le groupe commence par dire pourtant c'est bien. Donc il y a cette tendance qu'il faut mesurer sur les radios. Mais je répète qu'il y a effectivement des Béninois qui sont en difficulté. Et vous comprenez que le Béninois en difficulté est beaucoup plus à la maison pour écouter la radio, est beaucoup plus sur le téléphone. Maintenant la question est, si c'est aussi dur que ça, ils trouvent de l'argent où pour acheter du crédit tous les jours pour appeler. Faites le tour des émissions, vous allez constater que tous les jours, c'est les mêmes personnes qui appellent, les mêmes noms. Moi, j'ai fait des émissions radio où à un moment donné, j'ai commencé par demander qu'on ne permette plus aux gens d'appeler. Parce que ceux qui appellent pour poser des questions ne sont pas réellement intéressés par la chose. Ce qui les intéresse, eux, c'est d'appeler. Il faut qu'on entende leur nom. Et très souvent, ils ne suivent pas l'émission. Parce qu'ils vont appeler telle radio, 5 minutes après, ils ont appelé telle autre radio, 5 minutes après, ils ont appelé telle autre radio. Donc, il faut tenir compte de tout ça. Cela ne m'empêchera pas de reconnaître qu'il y a des Béninois, il y a des laissés pour compte. Donc il faut toujours tenir compte. Et donc le gouvernement doit faire en sorte tous les jours d'aller chercher les laissés pour compte. J'ai eu l'occasion de dire au lendemain de la reconduction presque du gouvernement Patrice Talon qu'il y a des ministres dont moi, Patrick Aman-Poyon, j'ai entendu le nom pour la première fois quand on les a reconduits. Ils sont ministres depuis 5 ans. Mais c'est quand on les a reconduits que j'ai entendu pour la première fois le nom. Pourquoi donc? Oui, parce qu'on ne les voit pas bouger. Donc c'est pour dire que si tous les ministres font ce qu'ils ont à faire, il y aura moins de Béninois qui seront en difficulté. Il y a des ministres qui travaillent tous les jours, d'autres peut-être qui travaillent en cachette et on ne sait pas. Mais si vous travaillez pour quelqu'un et il ne sait pas, il ne peut pas profiter de ce que vous faites. Donc il est important que nous puissions dire oui. On ne peut pas prendre à la lettre tous ceux qui crient pour dire ça ne va pas, mais aussi il va falloir que nous puissions tenir compte du fait que pour beaucoup ça va, mais aussi les autres il faut aller les tirer pour les amener vers le haut. Nous aurons l'occasion dans le diagnostic de pourquoi certains ne vont pas bien, pourquoi certains ont besoin d'être pris en compte, de montrer que même si beaucoup de choses sont faites au Bénin, on peut mieux faire, on peut accélérer, on peut accroître la rentabilité au profit de tout le monde. Coach Patrick Aman-Poyon, c'est justement là la problématique. Pourquoi tout semble normal, parce que le gouvernement fonctionne, les travailleurs ont leur salaire, le privé fonctionne, mais depuis quand même quelques temps, cette morosité est ambiante. On va au marché, les dames, les vendeuses, vraiment se plaignent, ne vendent pas. Vous allez un peu dans le bas peuple, les initiatives ne prospèrent pas et on est là à se tourner le pouce. Mais vraiment, finalement, qu'est-ce qui se passe? Pourtant, c'est notre Bénin à nous, que nous connaissons, que nous continuons quand même de vivre. Je vais prendre l'exemple de la Côte d'Ivoire pour que vous compreniez. Sous Gbagbo, l'argent circulait mieux. Sous Gbagbo, les Ivoiriens ne sentaient pas la morosité qu'ils ont sentie sous Alassane Ouattara. Mais tous les chiffres vont vous dire que sous Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire s'est enrichie. La population s'est plus ou moins appauvrie. Prenons au bas mot comme ça. Mais on vous dira aussi, ce sous Laurent Gbagbo, la population s'est enrichie, mais l'État s'est appauvri. Si vous savez que... Mais pourquoi cette... Parce que nous avons à la tête de 2 pays, 2 hommes d'affaires, qui pensent business, qui pensent capital, rémunérer le capital, donc profit, bénéfice. Donc, qui veulent développer ce qu'on peut appeler l'entreprise ici, qui est l'État. Et qui estiment que quand l'État est développé, les populations seront développées. C'est une théorie qu'on peut contester, qu'on peut accepter. J'ai la chance de n'être ni socialiste, ni libéral. Donc ça me permet d'être libre de penser par rapport à ça. Maintenant, si je reviens au cas du Bénin, le président Patrice Talon n'est pas le président Yahi Boni. Le président Yahi Boni n'est pas le président Patrice Talon. Le président Yahi Boni est comparable un peu au président et Laurent Gbagbo. Donc, il y a inondation quelque part, il faut aller distribuer l'argent. Il y a marché brûlé, il faut aller distribuer l'argent. Patrice Talon dit, lorsqu'il y a inondation, au lieu d'aller distribuer de l'argent, il faut penser à comment régler le problème d'inondation. Donc vous voyez que c'est 2 façons différentes. C'est 2 approches différentes. 2 approches différentes. Je vais vous donner un exemple très simple. Le président Yahi Boni quitte le pouvoir et il est à la maison. On montre à la télé qu'il y a inondation. Il est surpris de ne pas voir le président Patrice Talon là-bas. Alors il dit à ses collaborateurs, mais il doit être là-bas. Ou bien est-ce qu'il peut partir? Vous voyez, même il a tendance à aller. Alors les Béninois habitués à 10 ans de Yahi Boni ne sont pas en train de voir que les signaux ont changé. Résultat, si nous sommes en train de jouer zouk
et que vous dansez salsa, vous comprenez que il y a décadence. Il y a décadence et vous n'êtes pas dans le tempo. Donc le vrai problème au Bénin et en Côte d'Ivoire, c'est que la population n'est pas dans le tempo du chef de l'État. La danse a changé. Je vais vous donner un autre exemple, vous allez voir, en termes de caricature. On a dit aux élèves, aux étudiants, que lorsqu'on a de bons diplômes universitaires, on a un bon emploi et on réussit sa vie. Donc, la clé pour ouvrir la serrure de l'emploi, c'est le bon diplôme académique et universitaire. Maintenant, nous avons un chef d'État qui a changé la serrure. Mais les étudiants et les parents ne comprennent plus que la clé diplôme académique n'ouvre plus la porte de l'emploi sous Patrice Talon. La clé qui ouvre la porte de l'emploi sous Patrice Talon, c'est qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu peux m'apporter? À part venir t'asseoir de 8h à 12h30 et de 15h à 17h ou je sais pas quoi, à part ça, tu peux m'apporter quoi? Alors, il faut répéter ça. Il faut le dire suffisamment. Je me réjouis de plus en plus que le gouvernement écoute de plus en plus. Parce que dans le premier mandat, il était difficile de parler de ce que le gouvernement ne perçoit pas sans passer pour un opposant. Mais aujourd'hui, je sens le porte-parole du gouvernement beaucoup plus à l'écoute, puisqu'il répond aux préoccupations des gens et il répond maintenant en faisant preuve d'humilité et d'ouverture. Donc ça fait qu'ils vont finir par comprendre qu'ils ont besoin de faire de la pédagogie pour que la population comprenne que la danse a changé. On n'est plus en train de danser salsa. On est maintenant en train de danser Nobolo. Alors si nous ne dansons pas la danse que le chef d'État est en train de jouer, il y aura tous ceux qui ne dansent pas cette danse qui vont se plaindre. Je vais vous donner un autre exemple. Lors de la campagne présidentielle, j'étais à l'extérieur. Les télévisions rediffusaient les meetings, faisant croire que tous les groupes politiques font des meetings tous les jours. Ce qui n'était pas le cas. Ce qui n'était pas le cas. Donc de l'extérieur, on avait l'impression qu'il y a beaucoup de meetings et donc beaucoup d'argent qui est en train d'être dépensé. Ensuite, je fais une émission sur télévision du Bénin par application Zoom depuis l'extérieur et un leader de la mouvance est sur le plateau. Et je le taquine en disant « Ah, vous êtes en train de manger ». C'est avec une colère noire qu'il me dit « Mangez quoi ? Mangez quoi ?» C'est campagne ça. Vous voyez un peu. Ça veut dire que ce leader de la mouvance n'est pas dans le tempo du chef de l'État. Le leader de la mouvance présidentielle qui ose dire ça. De la présidentielle. Il n'est pas dans le tempo du chef de l'État. Parce que lui, il s'attendait, malgré tout le message du chef de l'État, à avoir de l'argent à distribuer et donc avoir pour son compte. Donc vous comprenez que le président est dans une nouvelle démarche. Il faut beaucoup de pédagogie pour que les gens comprennent cette démarche et se prennent en charge pour s'en sortir dans cette nouvelle danse que le président a mis en place. Oui, mais monsieur Patrick Aman-Pouyon, est-ce que ce changement-là n'est pas brutal? Parce que les Béninois n'étaient pas habitués à ça. Les Béninois étaient habitués aux campagnes vraiment florissantes, avec beaucoup d'argent à donner dans déplacements, location de ci, de ça. Et ça, c'est à l'occasion des passations de ces marchés qu'on essaye d'avoir dans sa poche. Mais ici, maintenant, plus rien. Tout est fait du haut et les pauvres populations sont allées. Il y a même pas beaucoup qui aient pu, participer à ces campagnes-là. Est-ce que ce changement-là n'est pas brutal? Vous parlez de pédagogie, mais cette pédagogie-là, est-ce qu'elle existe? Et deuxièmement, elle va durer jusqu'à quand? Et pendant que cette pédagogie existe, que fait-on pour vivre? Le mal-être est là. D'abord, il faut que les Béninois apprennent à entendre. C'est le régime de la rupture. Plus rien ne sera comme avant. À partir du moment où on dit régime de la rupture, je ne sais pas pourquoi on veut avoir la même chose. Rupture, c'est rupture. Si vous prenez la presse béninoise, vous allez constater que dès le début, la presse béninoise, bien qu'étant faite de grands littéraires, diplômés dans les grandes universités, vous allez constater qu'eux-mêmes sont tombés dans le piège de ne pas entendre rupture. Il y a eu galère, ceinture serrée, correcte. Mais ils ont recommencé par s'adapter. Il y a moins de galère aujourd'hui. Il fut un temps où... Ah bon, vous croyez? Oui. Il fut un temps où quand je suis les émissions et de débats entre journalistes, on se demande s'ils ont envie d'être sur le plateau. On sentait que ça n'allait pas. Mais à un moment donné, quand ils venaient là, surtout à la veille des campagnes où la RAC a distribué un peu d'argent là, je vous assure, quand vous suivez certains journalistes, mais ils en arrivent à avaler la salive sur le plateau. On sent que ça recommence pas à circuler. C'est un peu mouillé. Tout au moins les salaires. Donc bref, c'est pour dire que il faut que les uns et les autres comprennent que c'est le régime de la rupture par rapport aux habitudes anciennes. Donc à partir de cet instant, si on s'attend à la même chose, on se trompe, on va attendre longtemps. Ça c'est un.
La deuxième chose, oui, je crois que le régime même a reconnu avoir manqué de pédagogie dans leur premier mandat. C'est pas pour rien que la réforme a été faite en sortant les différents ministres porte-parole qui n'ont pas su porter la parole. Je crois qu'aujourd'hui, il y a une pédagogie. Maintenant, il faut que ceux qui veulent entendre, écouter, entendre. Parce que moi, quand je suis la pédagogie du porte-parole du gouvernement aujourd'hui, il explique point par point les décisions du Conseil des ministres. Je donne un exemple très simple. Dans le premier mandat, on n'a pas compris pourquoi, quand le chef de l'État n'est pas au pays, il n'y a pas Conseil des ministres. Mais aujourd'hui, ça a été expliqué. Le président s'est rendu compte que sous Yahi Boni, il part, il revient, il dit quand telle décision a été prise, je ne sais pas. J'étais pas là. Donc pour éviter ça, le président dit je dois être présent lorsqu'on prend des décisions, je vais être pleinement chef de l'État. On n'avait pas compris, on a compris maintenant. Des gens sont menacés aujourd'hui dans ce pays d'amener un commando invisible pour détruire le pays. Un beau matin, on les reçoit au palais. Personne ne nous a expliqué par quelle procédure on peut menacer le pays de commando invisible et être reçu en audience au palais. Donc aujourd'hui, ça ne peut pas arriver. Si ça arrive aujourd'hui, on va nous expliquer. Mais il faut que nous suivons. Moi, je suis à l'extérieur, mais je suis pour comprendre. Parce que si je ne comprends pas la danse, je vais rentrer dans le pays avec une autre danse et me retrouver en porte-à-faux avec la danse qui est en train de jouer. Donc bref, oui, pour la pédagogie du gouvernement, oui aussi, pour que la population fasse l'effort de comprendre et non vouloir amener le gouvernement à aller derrière parce que nous avons un commandant en chef qui n'a pas pour habitude de changer d'avis lorsqu'il pense qu'il a raison. Donc à partir de cet instant, il vaut mieux s'adapter que de rêver qu'on va retourner dans les anciennes habitudes. Alors ça c'est une vérité, vous l'avez dit, vous insistez là-dessus, mais pendant qu'on est en train d'implémenter cette nouvelle formule de la rupture, c'est-à-dire on rompt avec toutes les habitudes du passé, mais pendant ce temps, qu'est-ce qu'on fait pour aider la population à vivre et vraiment à ne pas toucher le fond? Parce que c'est ça le problème aujourd'hui. On a comme l'impression que le gouvernement qui a parlé du social s'en éloigne de plus en plus. D'abord, je crois que le secrétaire général du porte-parole du gouvernement, le secrétaire général adjoint, a expliqué que le social n'est pas distribution à outrance d'argent. Que lorsqu'on construit des stades, dans leur vision, c'est du social. Parce que ça permet à la population de s'exercer. Je vais vous donner des exemples très simples. Je vais dire ça et après nous allons dire ce qui ne va pas. Pour ne pas paraître comme on est venu pour faire la propagande du gouvernement. Vous voyez, les classes sportives dans les écoles aujourd'hui, beaucoup de Béninois n'ont pas compris. Alors que je vous assure, c'est une idée géniale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux décider, malgré que mon enfant est dans une école publique, je peux décider que mon enfant va faire école de football dans une école publique. Il est dans une école publique, mais son emploi du temps est aménagé pour qu'il fonctionne comme s'il était dans une école de football. Je paie la contribution d'une école publique et mon enfant peut devenir demain footballeur. Ça, on n'a pas expliqué aux gens. Personne ne comprend ça. Ah oui, la classe sportive, c'est une classe dans l'école publique qui a un emploi du temps comme les écoles de football, les écoles de handball, les écoles de basket. Ensuite, ils ont un championnat national et un championnat d'Afrique, au cours duquel les recruteurs viendront voir les joueurs. Mais on n'a pas expliqué ça suffisamment. C'est vrai que le ministre porte-parole, à lui tout seul, ne peut pas porter tout. Mais il faut que dans chaque ministère, il y ait des porte-paroles qui permettent aux gens de comprendre. Donc c'est pour dire, il y a beaucoup de choses qui sont faites dans le domaine social. Oui, mais Patrick Amapoyon, oui, par rapport à cet exemple que vous donnez précisément, les parents dont les enfants n'ont pas, en vision, ces genres de choses, et qui ont peut-être les centres d'intérêt ailleurs, et pas dans les classes sportives, ils font quoi en ce moment? Voilà le problème. C'est-à-dire que vous voulez que le chef de l'État s'adapte aux desiderata de chaque parent. Non, il a une vision. Il doit porter le peuple dans une vision. Les parents veulent mettre les enfants dans quelque chose qui ne rapporte rien. Je donne un exemple très simple. Un parent qui a 50 000 francs le mois veut mettre son enfant dans une école privée. Et maintenant, il veut que le chef de l'État trouve les moyens pour que lui mette son enfant dans une école publique et privée. Vous prenez un parent, il veut acheter les collections, les tissus collections chaque fois que ça sort. Il n'arrive plus à acheter. Le chef d'État va trouver les moyens pour que lui fasse ça. C'est pas possible. Il faut discipliner la nation dans le sens du développement, dans le sens du progrès de chaque individu. Mais si nous allons faire la volonté de personnes qui refusent le développement, il y aura problème. Mais qui refusent le développement? Il y a beaucoup de citoyens. Je vous donne l'exemple de l'organisation que je dirige, l'association Fiat Monde.
je me suis retrouvé avec des membres de cette association qui ne veulent pas apprendre, qui ne veulent pas faire ce qu'il faut pour se développer. Mais moi, je prie Dieu qu'ils ne paient pas leurs cotisations pour qu'on puisse les retirer. Je ne veux pas diriger des personnes qui refusent de faire ce qu'il faut pour être riche, ce qu'il faut pour être en bonne santé. Alors s'ils ne veulent pas ça, ils sortent du bateau. Maintenant, si je sors du bateau, je ne dois pas me plaindre du fait que moi, je n'ai pas le repas qui est dans le bateau. Je vais vous donner un exemple très simple pour vous montrer que je ne suis pas bénéficiaire du régime. Je ne suis pas bénéficiaire de la rupture. Je ne suis pas bénéficiaire des réformes. Si je défends les réformes, c'est parce que je les ai analysées dans le sens de l'intérêt du Bénin. Je vais vous donner un exemple. Je suis venu au Bénin dans le cadre d'un séminaire que je vais animer sur le leadership et le patronat. Parce que j'ai observé mon pays, j'ai vu que les partis politiques ont besoin de leadership et patronat, j'ai vu que les entreprises en ont besoin, j'ai vu que les institutions en ont besoin, les ministères en ont besoin. Je suis donc venu au pays pour ça. On a fait les courriers normalement, on a fait le tour des institutions. Ils nous ont reçus poliment, ils nous ont reçus, l'accueil s'est amélioré dans le pays et tout. Et ils nous ont expliqué que la plupart des ministères s'engagent pour les formations sur 3 ans à l'avance. Que la plupart des ministères ont une structure centralisée qui gère les formations. Bref, ils nous ont expliqué que je ne peux pas avoir d'inscrits venant d'eux. On aurait pu pleurnicher et repartir. Mais moi, parce que c'est quand même une grosse part. Ah, je suis revenu, c'est même ça, c'est même pour ça que je suis arrivé au pays. C'est pour eux que je suis arrivé au pays. Mais vous avez, moi j'ai plus d'un tour dans mon sac. J'ai d'autres personnes qui peuvent faire cette formation. Je me suis rappliqué sur les autres et j'ai mobilisé plus que l'effectif que j'avais prévu. Donc vous comprenez que la danse a changé. Moi, je m'adapte à la danse. Il faut changer la cadence aussi. Il faut changer la cadence. J'ai prévu 50 personnes pour ce séminaire. J'en ai une 60aine. J'ai fait le séminaire, correctement fait, bien fait, la 60aine est satisfaite. Je peux me reposer et repartir. Mais j'aurais pu planifier. Je suis venu constater que la danse a changé. Je me suis adapté à la danse et j'ai trouvé mon compte. Donc c'est de ça il s'agit. Vous savez, j'aurais pu parler comme un populiste, j'aurais pu parler pour plaire à la population, j'aurais pu parler pour plaire à ceux-ci, mais je préfère dire ce qu'il faut pour que chacun prenne sa vie en main, afin que 2021 ne se couche pas dans la situation de difficulté dans laquelle quelqu'un est. Vous ne voulez pas de difficultés, malheureusement, on va continuer toujours d'en parler. Coach Patrick Amapoyon, face à tout ça, est venu s'ajouter la flambée des prix des denrées de première nécessité. On nous a parlé un peu de vivres produits ici au Bénin et qui s'en vont par camion entier à l'extérieur. Le gouvernement a décidé de les arraisonner, d'arrêter tout ceci, mais pour autant, les prix n'ont pas changé, les prix n'ont pas chuté. Comment on peut expliquer cela? Beaucoup parlent aussi de la rareté des pluies, évidemment, ça c'est les changements climatiques, mais tout cela, est-ce que c'est pas beaucoup? Est-ce que c'est pas trop? Non, en réalité, vous savez, je vais dire ce que, en tant que coach, je dois dire, avant de faire un bémol, sinon les gens finiront par dire que je suis venu pour les tuer. C'est-à-dire que lorsqu'on dit que les prix augmentent et coûtent plus cher, il y a 2 façons d'entendre. Moi, j'entends une raison de plus de demander plus d'argent à Dieu. Et d'autres entendent... Ça, c'est la loi d'attraction. Voilà, d'autres entendent plus de problèmes. Et je peux comprendre qu'ils entendent plus de problèmes. Et je dois comprendre ça, puisque le chef de l'État, le gouvernement, le ministre de l'économie ne peut pas ne pas entendre le deuxième cri, puisque toutes les théories économiques disent il ne faut pas laisser les prix flamber. Donc à partir de cet instant, je reconnais que les prix ont flambé. Seulement, une lecture erronée est de penser que les prix ont flambé seulement au Bénin. Nous qui sommes à l'extérieur, nous savons que cette flambée des prix, c'est pratiquement partout en ce moment. Donc, si le mal est là, il est partout. Au lieu de pleurnicher, au lieu de trouver du temps pour pleurnicher, il vaut mieux que nous retroussons les manches pour travailler plus, pour dépenser moins et mieux. Je suis en train de parler de théorie de Thomas Sankara. Ça, c'est 3 éléments travailler importants. Plus, dépenser moins et mieux, produire plus et ce dont nous avons besoin. Tout ça, c'est Thomas Sankara. Quand il est venu, il dit, je suis venu dans un pays qui a le record mondial de pauvreté, le record mondial de mortalité infantile, le record mondial des misères. Donc nous, on n'est même pas arrivé là où Thomas Sankara est venu trouver son pays. Mais il dit, pour que nous sortons de là, il faut qu'on cesse de pleurnicher, de retrousser les manches, de travailler plus, de dépenser moins et mieux, ensuite de produire plus et ce dont nous avons besoin. Est-ce la faute du chef de l'État?
lorsque le Béninois préfère manger du riz thaïlandais au lieu de manger du riz béninois. C'est l'habitude qu'on lui a donnée. Ah, qui lui a donné? C'est le marché. Avant rupture. Tout à fait. Aujourd'hui, je vous donne un exemple. Moi, j'ai un maître d'hôtel à Lomé. Mon maître d'hôtel dit, la tomate qui coûte moins cher est difficile à laver. Donc, il veut acheter la tomate qui coûte cher pour ne pas laver. Vous voyez déjà le problème de pauvreté dans la tête. Il y a déjà problème. Voilà. C'est-à-dire, lui veut me faire dépenser plus pour ne pas faire d'efforts. Si nous ne vérifions... Donc, bref, je voudrais dire ceci. J'ai pour habitude de dire, écoutez-moi bien. Si vous écoutez ceci, vous allez me comprendre. Dans ce pays, j'ai l'horreur. J'ai fait demande d'emploi. J'ai fait fonds de solidarité nationale pour l'emploi. J'ai fait Campus Bénin. J'ai fait tous ces programmes-là. Je n'ai eu aucune solution. Jusqu'au jour où je me suis rendu compte que la plupart de ceux qui travaillent dedans n'ont pu trouver eux-mêmes qu'un emploi de fonctionnaire. Autrement dit, ils ne sont pas qualifiés pour aider quelqu'un à trouver un emploi dans le privé. Résultat, j'ai retroussé les manches, pris ma vie en main et quitté le chômage et la pauvreté. Donc si vous êtes là, à planifier tous les jours, à attendre que le gouvernement, oui, nous dirons ce que le gouvernement doit faire tout de suite. Mais nous voulons aussi que chacun ne passe pas son temps à attendre que le gouvernement fasse. Parce que si on attend et que le gouvernement ne fait rien, Benjamin Franklin a dit, qui vit d'espoir meurt de faim. Si vous restez là, à espérer, avant que l'espoir ne se concrétise, vous pouvez mourir de faim. Il vaut mieux prendre les taureaux par les cornes et changer les choses par soi-même. C'est ce que j'ai fait. J'ai pris ma vie en main et aujourd'hui, je ne compte sur personne d'autre que Dieu et je m'en sors tous les jours que Dieu fait. Je voudrais que vous alliez à cette école, de prendre votre vie en main, de ne pas pleurnicher, de ne pas compter sur quelqu'un, mais de prendre votre vie en main. Mais nous aurons l'occasion tout à l'heure de dire ce que le gouvernement peut faire pour faciliter cette prise en main afin que les Béninois se prennent en main vite et bien. Allons-y en même temps, puisque les auditeurs sont impatients de savoir réellement ce qu'ils doivent faire. Mais avant, parlons un peu de ce que le gouvernement fera maintenant pour faire baisser la pression. Au fait, il faut que les Béninois soient formés à la rupture. Il faut que les Béninois soient formés à la rupture. Qu'est-ce à dire? Nous avons formé tous les étudiants qu'on a formés, on les a formés pour aller à la fonction publique. Le chef de l'État récemment a dit qu'il faut que le Bénin arrête de former ces populations pour le bavardage. Très bien. Maintenant, il y a une réforme du système éducatif pour permettre aux nouveaux étudiants de s'en sortir. Mais je ne vois pas encore le programme pour les anciens étudiants. Il y a une différence à faire. Il y a une nuance. Nous voulons que celui qui prend un bac aujourd'hui fasse la maçonnerie, la menuiserie, la plomberie, et c'est vrai. Il y a de l'emploi toujours dans ce secteur. On n'en voit pas au chômage. D'accord. Mais ceux qui ont fait master 1, master 2, DEA, doctorat, on fait quoi pour les ramener dans la rupture? Parce qu'ils sont hors de la rupture, c'est eux qui souffrent. Ils ont la licence, ils ont le master, ils ont la maîtrise, ils ont tout. Mais c'est eux qui souffrent parce qu'ils ne sont pas formés pour la rupture. Qu'est-ce qu'on fait pour eux? Je vais vous partager une expérience. J'ai eu l'occasion, dans le cadre de mes consultations d'experts du CABES, d'échanger avec le secrétaire général du CABES sur cette question. Et nous avons réfléchi à l'idée de prendre les diplômés déjà et reformer ces diplômés en termes de compétences personnelles, humaines et relationnelles. La plupart des diplômés que nous avons n'ont pas de relations utiles. La plupart des diplômés que nous avons n'ont pas appris le professionnalisme. Ils n'ont pas appris l'intégrité. Ils n'ont pas appris la culture d'apprentissage. Ils n'ont pas appris l'esprit d'équipe. Ils n'ont pas appris ces choses indispensables aujourd'hui pour travailler. Mais ces choses-là ne sont pas enseignées concomitamment à l'obtention du diplôme. Exactement. C'est seulement les matières optionnelles qui sont enseignées. Exactement. Nous nous sommes basés sur l'expérience de la Finlande. La Finlande a supprimé les matières pédagogiques dans le système éducatif. C'est-à-dire que si le professeur de maths rentre en classe, il doit dire à l'élève ce que mathématiques veut faire dans son métier. C'est ça qu'il doit lui enseigner. Donc sur cette base, avec le CABES, nous avons élaboré un programme de formation qui permet de donner aux personnes déjà diplômées les compétences personnelles, humaines et relationnelles. On a compris que ça peut se faire en une semaine. On n'a pas besoin de beaucoup de temps. En une retraite d'une semaine, on peut leur donner ça. On a donc décidé de faire cette formation et de donner à ces diplômés déjà un certificat d'aptitude au métier, à l'emploi.
signé par le CAMES et signé par l'État, signé par nous. Maintenant, vous voyez, le CAMES n'a pas de territoire. Il est obligé maintenant, dans chaque pays, de s'entendre avec le gouvernement du pays. Et c'est là où le bal a blessé. Les gouvernements, lors du 50e du CAMES, où ce programme est dans le programme présenté, pour être présenté au chef de l'État, ce programme a été censuré par le Conseil des ministres, a été retiré avant que le rapport de cinquantenaire ne soit présenté au chef de l'État. Résultat, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Ce qui n'a pas fonctionné, c'est que le système du CAMES a prévu un conseil des ministres. On a appelé conseil des ministres par erreur. Sinon, c'est le conseil des représentants du chef d'État. Mais on a dit conseil des ministres. Résultat, le conseil des ministres étant placé sur le secrétaire général du CAMES, les ministres ont le sentiment qu'ils sont les patrons du secrétaire général du CAMES. Or, le secrétaire général du CAMES a normalement rang de ministre d'État dans la vision des concepteurs. Donc, résultat, les ministres sont venus protéger leur plate-bande. Résultat, les chefs d'État n'ont pas été tenus informés de ça. C'est pour ça que nous n'avons pas pu déployer ce dispositif. Mais ceux qui connaissent particulièrement Poyon savent très bien que moi, je ne suis pas moins que l'eau. On n'empêche pas l'eau d'avancer, alors on n'empêchera pas Patrick Poyon d'avancer. C'est pourquoi, tout au moins avec une quarantaine par an, je prends une quarantaine par an que je forme dans un programme comme ça, leur permettant d'aller sur le marché de l'emploi. Nous venons de former une quarantaine. Sur la quarantaine que nous avons mis en stage, nous avons déjà 18 qui ont été déjà recrutés. 18 qui ont été déjà recrutés, pas d'autres. Nous, on est en train de les avoir en stage. À la fin du stage, ils vont travailler dans nos structures. Mais 18 sont déjà recrutés par d'autres structures. Vous imaginez, quelqu'un qui n'a jamais fait la topographie, parce que nous lui avons donné les compétences personnelles, humaines et relationnelles, un topographe les a pris en 1 mois de formation. Il a pu leur donner les prérequis en topographie et ils ont commencé par travailler pour lui en topographie. Un autre a un logiciel pour implémenter des données dans la dématérialisation pour l'État. A pris un lot qu'il a déjà intégré dans ça. Vous voyez un peu. Donc, c'est pour dire que l'État peut faire en sorte de dire, ok, j'ai changé le système, j'ai changé la serrure, mais je peux vous aider à avoir la clé qui ouvre la serrure en mettant en place des programmes, en faisant appel aux Béninois de la diaspora qui ont des compétences qui peuvent être utiles pour ce pays. Mais là, est-ce que le Bénin a pu quand même comprendre le fond et le bien fondé de ces programmes-là que vous avez élaborés avec le CAMES? Est-ce que vous en avez discuté avec le gouvernement béninois? Il n'était pas revenu à moi de discuter avec un gouvernement. C'était le CAMES qui devait le faire. Néanmoins, j'ai pu organiser à Cotonou une rencontre entre le directeur des enseignements supérieurs et le secrétaire général du CAMES en ma présence. Le directeur des enseignements supérieurs est d'accord, est partant. Mais vous voyez, le système CAMES ne permet pas que ce soit le directeur des enseignements supérieurs qui informe le ministre. C'est le CAMES qui doit informer le ministre. Mais si le terreau est déjà, réalisé avec le directeur de l'enseignement supérieur, ça devrait pouvoir se faire naturellement. La difficulté que nous avons eue, c'est que le directeur de l'enseignement supérieur n'a pas de qualité à rencontrer le secrétaire général du CAMES. Donc c'est une rencontre informelle que moi j'ai organisée. Il ne peut donc pas aller dire hier rencontrer le secrétaire général du CAMES. Il va falloir que le ministre saisi du dossier envoie le dossier à la direction des enseignements supérieurs pour étude, et comme eux ils sont déjà au courant, ils pourront étudier avec diligence. Donc bref, ce programme, nous en avons discuté, nous avons fait notre part. Mais étant donné que nous nous sommes retrouvés butés sur la difficulté à déployer ce projet officiellement, nous avons fait ce que nous avons pu pour qu'au moins les enfants de nos collaborateurs puissent être sauvés par là. Mais je précise que le Bénin peut faire quelque chose pour ceux qui sont déjà diplômés, pour les ramener dans la rupture. Parce que si on les laisse hors de la rupture, ils seront en train de crier, et ça rejoint quand le président dit que le Bénin a un désert de compétences, c'est pour dire que les gens qui sont là sont un désert dans la rupture, telle que je la vois, dans la rupture, telle que je fonctionne. Mais aucun de nous n'avait compris. On pensait qu'il était en train de dire qu'on est généralement incompétent. Alors que non, il est en train de dire, je vais dans un système, les Béninois n'étant pas formés pour le système, ils sont incompétents pour ce système. Mais on peut les rendre compétents en peu de temps. Il va falloir que les différents ministères prennent des initiatives pour que cela soit fait. Mais quelle chance que ce que vous demandez là soit réalisé. C'est-à-dire qu'on forme effectivement les gens pour la rupture.
Au fait, il y a beaucoup d'initiatives. Ce serait prétentieux de ma part de dire que il faut coûte que coûte qu'on voit Patrick Amapoyon. Il y a beaucoup d'initiatives. C'est vrai que de par ma formation, mon métier, mon expertise, on peut faire beaucoup avec peu. On peut atteindre le grand volume parce que lorsqu'on était en train d'envisager ça avec le CABES, on voyait Palais des Sports. Donc on voyait environ 5000 personnes en une fois. Vous voyez un peu. Donc on voyait du gros, on voyait volume. Vous savez, avec mes méthodes de communication, on peut implémenter les compétences personnelles, les compétences humaines et relationnelles en peu de temps. Et quand je dis ça, les gens vont penser que j'invente la roue. Quand vous allez aux Nations Unies aujourd'hui, on vérifie le système 3-8-6. Est-ce que vous avez des 3 valeurs cardinales? Les 8 compétences organisationnelles et les 6 compétences managériales. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Au fait, c'est des valeurs. Les 3 valeurs cardinales, on parle d'intégrité, du professionnalisme, le respect de la diversité culturelle. Vous voyez, quelqu'un qui va par exemple au CABES avec un chapelet de musulmans, aux Nations Unies, avec un chapelet de musulmans, il ne sera pas recruté. Parce que ça empiète la foi. On ne parle pas religion là-bas. On ne parle pas religion. Qui vient avec son tapis, on ne lui dira pas, mais on ne va pas le recruter. Un chrétien évangélique qui vient avec Alléluia, Amen, c'est pour indisposer les musulmans. Vous voyez? Et alors que personne ne sait que ça a un rapport à l'emploi dans les institutions internationales. Donc c'est des choses qui existent, on n'invente pas la roue. Mais aucun de nos systèmes éducatifs n'a implanté cela, n'a implémenté cela. On n'a pas appris même aux gens à faire un CV correct, un CV qui parle. J'ai aidé un jeune homme à faire un CV. Je lui ai dit, tu veux travailler où? Il dit dans une pharmacie. Il dit, va voir le pharmacien. Demande-lui s'il veut recruter. Il va certainement te dire non. Mais remets-lui ton CV. La manière dont ton CV est fait, les éléments qu'il arrive à avoir rapidement vont lui donner des idées. Et c'est ce qui s'est passé. Il a dit, ah bon, tu as toutes ces compétences? Ok, viens lundi. Alors qu'il ne voulait pas recruter. Donc même le CV peut ouvrir des portes. Bref, il faut que nous puissions aider les jeunes à revenir dans le système éducatif, à revenir dans la rupture pour pouvoir s'en sortir. Oui, la rupture a de la place, mais elle n'a pas de la place pour les académiciens qu'on a formés. Oui, mais par rapport aux tenants même de la rupture, comment faire pour qu'ils comprennent qu'ils doivent former leur population à cette rupture-là qui est en train d'être déroulée? Moi, mon boulot consiste à faire ces genres d'émissions, à animer ces genres d'émissions, à faire en sorte que les gens sachent qu'on peut faire autrement. Je donne un exemple très simple. Le séminaire sur le leadership et le patronat que nous venons de faire, il y a une des qualités des patrons leaders qui dit ils allient simultanément le court, le moyen et le long terme. Quand vous prenez en réalité les réformes dans le domaine du sport aujourd'hui, on prend le long terme. On ne prend pas le court terme. Or, ce qui est normal. Non, beaucoup de pays prennent le long terme. Alors si nous prenons seulement comme eux le long terme, combien de personnes vont gagner dans le long terme? Les résistants. Même les résistants, il y aura beaucoup de résistants. Or, il y a une seule place de champion. Il y a une seule place de champion. Il faut qu'on puisse allier court terme, moyen terme et long terme. Le tout à la fois. Le tout à la fois. Je vais vous expliquer. Je donne un exemple très simple. Négliger le court terme voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que on prend les joueurs un peu qu'on a à l'extérieur, qui n'ont pas vraiment de cote en tant que tel, on les amène, on dit professionnels, et on continue de perdre des matchs, on dit on travaille pour le long terme. Non. Si on veut travailler pour le long terme et le court terme en même temps, prenons les joueurs locaux, faisons une équipe nationale, jouons les matchs, perdons les matchs si nécessaire, mais au moins, ils seront recrutés dans les clubs à l'extérieur. C'est-à-dire, on est en train de dire long terme, mais on ne fait rien pour que les jeunes d'aujourd'hui soient connus, aillent dans les clubs, afin que dans quelques années, ils soient capables de donner des résultats. On ne peut pas rester dans des écoles de football 10 ans et aboutir à un long terme. S'il vous plaît, coach Oui. Patrick Amapoyon, reprenez un peu cette partie-là. Je veux que les dirigeants de ce pays l'écoutent. Je dis, nous ne pouvons pas faire du football en faisant que du long terme. Nous devons faire le court terme, le moyen terme et le long terme. Je vous donne un exemple pratique, toujours dans ça. Le président des AE Football Club, le directeur général de la Loterie nationale du Bénin, prend son téléphone, appelle un entraîneur et lui dit, je veux te recruter pour être champion cette année. Vous croyez qu'il ne pense pas à long terme? Je veux te recruter pour être champion cette année. Le gars dit, j'ai tremblé. Et il dit, mais j'ai dit d'accord. Il dit, il a dit à recruter les joueurs. Hein. C'est pas à moi de recruter les joueurs. Mais il dit qu'il me recrute pour être champion. Je dis d'accord, je viens. On commence le travail. Il dit, on était à 4 matchs de la fin. Et on perd un match capital. On était découragé, entraîneur comme joueur. Il vient, il dit, ce n'est pas fini. Et ils sont champions. Il a des jeunes aussi. Il a des jeunes inexpérimentés aussi. Mais il veut, et il a eu. En plus, il dit, maintenant,
je veux avoir Cessaillon dans mon équipe. Vous voyez, c'est comme de la folie. Le joueur que l'équipe nationale refuse, lui dit je le veux. Il est prêt à sortir son chèque et c'est Cessaillon qui a refusé. Vous voyez qu'en réalité, le joueur... Bref, nous pouvons concilier le coup thème. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut constituer une équipe avec les joueurs locaux qui ont tous autour de 20 ans et qui sont des buteurs, des joueurs, ils jouent bien. Mettons-les ensemble. Même s'ils ne gagnent pas les matchs, ils seront vus, ils seront placés dans les grands clubs. Si nous faisons tout le temps court terme et long terme dans les écoles de football, à quoi sert la classe sportive si les joueurs ne sont pas pris dans l'équipe nationale? À quoi sert la classe sportive si les joueurs ne sont pas pris et montés à la face du monde? J'ai parlé tout récemment de Tifoko et des tournois internationaux. Et je remercie le groupe OB qui a organisé un tournoi qui va commencer cette semaine et qui va permettre à nos clubs engagés dans les compétitions africaines de pouvoir se préparer. Mais ils auraient pu dire long terme. On va aller perdre d'abord et on va travailler pour long terme. Non, ils travaillent pour court terme, moyen terme et long terme. Et c'est ça. Un grand leader travaille pour le court terme, le moyen terme et le long terme simultanément. Parce qu'on ne sait pas quand est-ce que ça va marcher. Ça peut marcher à court terme, ça peut marcher à moyen terme, ça peut marcher à long terme, mais on travaille sur les trois en même temps. De la même manière, j'ai eu l'occasion d'échanger avec des responsables de la fédération qui étaient au séminaire sur le leadership. Ils étaient surpris de constater que dans le pays du premier numéro 1 mondial du coaching, les entraîneurs en matière de football ne connaissent pas du coaching. Comment on peut continuer? Pas faire ça, il dit on travaille pour le long terme. On travaille pour le long terme. Quel long terme? Il y a la dynamique mentale en matière de jeu. Quand aux Jeux Olympiques, tout le monde se plaignait du fait que les compétiteurs n'ont pas été suffisamment préparés mentalement pour gagner. Des gens qui étaient partis pour prendre la médaille d'or n'ont rien eu parce que mentalement, ils n'étaient pas prêts. Vraiment, il faut que nous puissions travailler le court terme, le moyen terme et le long terme afin que tout ça là puisse aller en synergie. Vous avez suivi justement la participation des Béninois à ce Tokyo 2020 avec Noélie Yarigo et la deuxième. Alors, dites-nous, comment appréciez-vous un peu la performance de nos athlètes à ce niveau? Bon, vous voyez, nous attendons tous une médaille au moins bronze et nous n'en avons pas eu. Toujours un problème de préparation mentale. Comment vous pouvez comprendre que notre compétiteur a terminé sa course et c'est en marchant qu'elle se blesse? Elle a terminé la course. Et elle marche, elle se blesse et le prochain, elle ne peut pas vraiment donner plein rendement. Qu'est-ce qui s'est passé à ce niveau? C'est préparation mentale. Tout le monde va vous dire que quand mentalement on est préparé, on est moins blessé. Ça là, tous les spécialistes le savent. Je ne sais pas comment se fait-il qu'on ne sait pas ici. Bref, on ne peut pas continuer par aller à des compétitions sans un préparateur mental. Toutes les équipes du monde aujourd'hui ont un préparateur mental. En fait, c'est lui le vrai coach. C'est pas un but de langage qu'on appelle un entraîneur de football coach. Il n'est pas coach. Il est entraîneur. Il est technicien. Le coach, c'est le technicien du mental. Et ça, on n'a pas appris. Pour faire une formation des entraîneurs aujourd'hui en coaching, on n'a pas besoin de temps. Dans une classe Telegram, dans une classe WhatsApp, on peut les former. Pour former les jeunes aujourd'hui à rentrer dans la rupture, on n'a pas besoin de ça. Dans une classe Telegram, je vais vous donner un exemple. Et ça, le chef d'État doit entendre ça. Lorsqu'ils ont lancé le projet qui consiste à prendre 2000 jeunes ou 20 000 jeunes par an à mettre dans les entreprises, j'ai dit, je suis disposé à former gratuitement tous ces jeunes avant qu'ils n'aillent aux entreprises, dans les entreprises. Si vous prenez un chat qui dit ouiaou et vous l'amenez dans l'entreprise, il va sortir avec le même ouiaou. Tant qu'on ne l'a pas castré, on n'a pas fait greffage pour que ça dise autre chose, il va dire le même ouiaou. Donc bref, je crois que nous devons apprendre à travailler ensemble. Nous devons apprendre à tendre la main. Les gens, j'ai fait une émission par exemple où je parlais des écureuils du Bénin et quelqu'un me dit, un monsieur de la rupture, il dit, il faut rester dans votre couloir. Vous êtes coach politique, vous n'avez rien à voir avec le football, alors restez dans votre couloir. Et si vous voulez la place de l'entraîneur, allez déposer votre dossier. Vous voyez, tant qu'on réduit les choses à ça. Qu'est-ce qui explique cette animosité de ça? Oui, parce qu'on pense qu'on ne parle que quand on veut quelque chose. Oui. Alors qu'ils ne savent pas, pratiquement pour un candidat à rien. Rien dans ce pays, je suis candidat à rien. C'est-à-dire, je préfère faire le tour du monde comme je fais pour faire ce que je fais. Mais je n'ai candidat à rien. Il oublie que je suis fils du fondateur des Dragons de l'UB, Bernard Pouillon. Je suis fils du premier sifflet béninois. Je suis fils du secrétaire de la Fédération béninoise de football pendant 10 ans. Mon père a été commissaire FIFA, commissaire CAF.
J'ai vécu le football. C'est-à-dire, j'ai vécu ça à la maison. C'est à la maison qu'on préparait les joueurs. Lorsqu'on jouait à Atakora, et on gagnait le match, les gens de l'Atakora poignardaient avec des couteaux empoisonnés. Il faut préparer les joueurs avant d'aller là-bas. On prépare les joueurs de manière à ce que le couteau ne peut pas rentrer en eux. J'étais enfant, je voyais tout ça. Lorsqu'on faisait 2 moutons et que l'un est noir, l'autre est blanc, le noir symbolise l'autre équipe. Et on doit courir derrière le noir jusqu'à il va se fatiguer pour que l'équipe adverse soit fatiguée au terrain. C'est nous qui frappons le mouton noir. L'enfant là, on est derrière le mouton noir. Donc, comment c'est possible? Ce que vous nous dites là est quand même effarant. Non, nous on était là. C'est des choses qui se passaient. Il y a des choses qui se passaient. Dans le football. Demandez, je vais parler, vous allez demander au doyen. Assoko Tato, quand Assoko Tato sort, on gagne toujours 1-0. Mais il y a accident à la fin du match. C'est pas vrai. L'histoire du football béninois, on peut raconter. C'est pas parce qu'on n'est pas sur le terrain en train de crier oh et crier non. L'histoire du football béninois, j'ai grandi dans ça. J'étais tous les mercredis et tous les dimanches au stade. Pendant près de 10 ans au moins. Tous les jours au stade. À 5 ans, à 6 ans, j'étais au bord du terrain en train de suivre les matchs. Quand nous avons joué contre Caron de Yaoundé ici, je crois en 82 ou quelque chose par là, j'étais au terrain. Le jour où il y a eu des morts là, j'étais au terrain. Tous les joueurs, Amasa Kalilou, Abedi Pelé, et tout ça là, on s'amusait avec eux comme ça. Vous les avez suivis, on les a vus, vous les avez vus, on les a touchés, jouer. On les a vus jouer. On est allé au terrain tous les jours pour suivre les entraînements, tout ça, parce qu'on était tout le temps avec papa et tout ça. Donc bref, mais il ne sait pas tout ça. Et il vient dire, je suis coach politique, dans le coach politique là, je ne sais pas quand est-ce qu'il m'a nommé. Donc bref, c'est pour dire que fondamentalement, il faut que tout le monde parle, qu'on pioche dans ce que tout le monde a dit. Et ensemble, on va gagner. Le Bénin a besoin que nous puissions mettre ces jeunes-là aujourd'hui en veilleuse pour qu'ils soient recrutés dans les clubs. Dans 2 semaines, nous allons finir les recrutements dans le monde. En Europe, les recrutements vont finir dans 2 semaines. Qu'est-ce qu'on a fait pour positionner les Béninois? Quelle compétition on a organisée à Paris pour que les Béninois aillent jouer là-bas, pour qu'on les voit et tout ça? Il y a du travail, mais nous devons faire court terme, moyen terme et long terme simultanément. Vous l'avez dit, il faut quand même qu'on atterrisse assez bien. Nous sommes dans les derniers moments ou dans les dernières minutes de cette émission. Les solutions maintenant. Les solutions face à la cherté de la vie, face aux difficultés financières, face aux difficultés d'obtention d'opportunités. Vous savez, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Tant qu'il n'y a pas de formation, il n'y aura pas de transformation. Et quand il n'y a pas de transformation, rien ne changera. Nous devons axer tout sur les formations. Il y a beaucoup de réformes que je salue dans le domaine de la formation de la génération à venir. Mais la génération actuelle, qui est déjà là, a besoin de recyclage, a besoin de formation. Tous ces juristes-là ont besoin de recyclage pour devenir des gestionnaires de ressources humaines. Tous ces gens qui ont été formés en ceci et cela, les commerciaux qui ont été formés sans avoir des aptitudes de commerciaux, il faut les former. Les comptables, je vais vous donner des exemples très simples. Et ça, vous pouvez couper ces trucs-là et faire passer pour que les autorités entendent. La plupart des entreprises dans le Bénin aujourd'hui ont du mal à avoir un comptable qui comprend les réformes. L'État doit former des comptables. Des comptables actualisés. Oui, des comptables actualisés. Personnellement, je vous donne des exemples très simples. Nous avons une entreprise à l'extérieur, mais nous produisons de l'argent et on nous dit que la manière dont l'argent est tracé n'est pas bonne. Qu'on risque de nous reprocher un jour de faire du blanchiment d'argent. Vous voyez un peu? Or, nous avons des comptables diplômés dans les grandes écoles. Mais on ne savait pas ça. Heureusement qu'on a fait appel à un expert comptable pour ratisser, pour voir ce qui ne va pas. Donc il y a plein d'entreprises. On pense que les gens ne veulent pas payer impôts. Non. Quand le comptable ne sait pas comment tracer, le monsieur ne sait pas comment payer impôts, il va falloir que l'État fasse des recyclages à tous les comptables de ce pays pour qu'ils sachent comment tenir une comptabilité conformément à la loi. Et je crois que il y a beaucoup de choses à faire. Sinon, payer les impôts, mais c'est avec plaisir qu'il faut contribuer au fonctionnement de nos nations. Mais comment faire la comptabilité
pour ne pas se retrouver en difficulté et lorsqu'on a envie de payer les impôts. Voilà en réalité les difficultés. Donc bref, la formation et la formation. Il faut former. Et c'est en formant qu'on va transformer le Béninois et il sera apte pour la réforme, apte pour la rupture. Mais il faut former à quoi? À tout ce dont on a besoin. On a besoin de bons comptables. Il faut former les comptables. On a besoin de bons commerciaux qui savent vendre. Il faut former les commerciaux. Moi, j'ai plein d'entreprises dans le monde où je suis obligé de vendre moi-même. Je n'ai pas de commerciaux. L'école ne forme pas des commerciaux. On forme des intellectuels avec gros diplômes. Je vais vous donner un exemple. J'ai fait un séminaire à Ouagadougou. Un Français est venu. Il a étudié en Grande-Bretagne. Il vient, il prend la parole. Il dit qu'il est vendeur. Alors tout le monde l'a minimisé parce que vendeur, c'est pas grand-chose. Il y a un Burkinabé qui prend la parole qui dit qu'il est ingénieur technico-commercial. Et tout le monde l'a applaudi. Et le Français reprend la parole, il dit, je fais 500 millions de chiffre d'affaires par an et j'ai droit à 25% de commission, donc je gagne 125 millions par an. Wow. Je voudrais que notre ingénieur technico-commercial me dise quel est son chiffre d'affaires annuel. Le gars dit, je suis au chômage. Ingénieur technico-commercial au chômage, vendeur qui fait 125 millions. C'est ronflant tout ça. C'est ronflant. Vous voyez, on a ça en pagaille, des DEA qui ne veulent rien dire, des masters qui ne veulent rien dire. Il va falloir que nous formons vraiment dans les compétences personnelles, humaines et relationnelles. Si nous le faisons, nous gagnons tout. Alors faisons en sorte de tout gagner, c'est maintenant. Et le Bénin a besoin de formation. Oui, pour la réforme du système éducatif, mais n'oublions pas ceux qui sont déjà diplômés et qui ont besoin aussi de réformes. Je vais vous donner un exemple très simple. À Bamako, on a fait un séminaire sur l'indépendance financière des reporters sportifs, l'indépendance financière des journalistes. Vous voyez, c'est-à-dire, on a formé le journaliste, mais on ne lui a pas dit comment il doit vivre de son métier. Vous voyez un peu, tout ça là, c'est des formations. Et c'est l'État qui peut faire en gros. Parce que quand nous on fait, c'est un petit groupe, alors que beaucoup de Béninois ont besoin de ça. L'État peut faire ça au profit des Béninois. Quand pensez-vous pouvoir décrocher cela pour les Béninois? On y travaille. Vous savez que personnellement, je suis très occupé et très pris, comme vous le savez. Le temps de former ne me manque pas. Mais le temps de faire les couloirs, c'est pas évident. Il est plus facile à un ministre, il est plus facile au cabinet du chef de l'État de décrocher un téléphone pour dire Coach Poyon, nous avons besoin de vous, que moi, en train de faire les couloirs pour pouvoir décrocher cela. Je suis prêt à former gratuitement tout Béninois qu'on met à ma disposition. Il faut qu'on crée les conditions. Moi, je suis disposé, soit en classe Telegram, soit en présentiel, je suis disposé à former sans prendre un copec. Mais il va falloir que ceux qui ont la capacité de faire du volume, ceux qui ont la capacité de créer les conditions d'atteindre le maximum de Béninois puissent le faire pour qu'on puisse atteindre le maximum de Béninois. Et vous seul ne suffisez pas. Vous ne pourrez quand même pas être seul pour tout ce beau monde, près de 10 millions d'âmes. Comment on peut faire? Ah oui, le Bénin a au moins 3000 coachs que nous avons formés. Il y a au moins 3000 coachs capables d'être déployés. Il y a des coachs dans tous les départements du Bénin qui travaillent tous les jours à former des jeunes, à former de la conscience, à former pour la santé, tous les jours. Je vais vous donner un exemple très simple. Je m'amusais la dernière fois à dire que beaucoup de Béninois vont courir se vacciner si le coach Poyon les invite à se vacciner. Si le coach Poyon leur demande combien c'est bon pour eux de se vacciner. Eh bien, pourquoi il ne le fait pas? Mais je ne vais pas prendre mes économies après avoir payé les impôts pour faire le tour des radios et des télévisions. Mais c'est citoyen. Non, je fais ce que je peux à travers les réseaux sociaux et autres. Mais il revient au gouvernement d'identifier des porteurs d'opinion, des personnes qui influencent l'opinion pour les inviter à lancer un message. Oui, parce que si vous le faites aussi, on va vous demander qu'est-ce que vous guettez. Est-ce que vous êtes candidat à une élection ou à quelque chose? Non, moi je ne suis pas candidat à quelque chose. Donc il va falloir que ceux qui ont la responsabilité des choses puissent faire appel pour qu'on puisse les aider à amplifier le message. Je vais vous donner un exemple très simple. Dans mon organisation, j'ai constaté que les gens ne se vaccinaient pas. Je leur ai expliqué que vous aurez des difficultés de voyage si vous ne vous vaccinez pas. Il va falloir qu'on se vaccine et qu'on n'écoute pas les théories du complot qui n'arrangent que ceux qui y croient. Personne ne peut être mis en danger par un vaccin. Parce que si le vaccin devient un danger, ça veut dire que même le paracétamol est un danger pour toi et tout devient danger. Il va falloir que nous ayons un peu de jugeote pour faire ce qu'il faut afin qu'il y ait plus de liberté. Je donne un exemple très simple. Tout récemment,
Paris Saint-Germain a joué 47 000 personnes au stade, malgré le coronavirus. Pourquoi? Les 47 000 sont vaccinés, on peut les laisser aller se rassembler au terrain. Moi, j'ai besoin que les populations du Bénin soient libres de vaquer à leurs occupations, libres de voyager, libres de se réunir. Et pour ça, en vaccinant le maximum, coronavirus ou pas, on pourra vivre normalement comme si coronavirus n'existait pas. Bel atterrissage, Patrick Amapoyon. Merci. Avez-vous un dernier mot? Non, je voudrais simplement dire que j'ai aimé cette émission. J'ai aimé parce que le thème était loin de nous faire imaginer tout ce que nous avons dit. J'ose simplement croire que ça va tomber dans les oreilles de qui de droit et que nous ferons en sorte d'ajouter un peu plus à ce qui se fait. De très bonnes choses se font au Bénin, mais nous gagnerons plus à amplifier, à faire appel à des compétences. Je vois déjà beaucoup de compétences autour de la chose. Je vois des compétences dans bien de domaines que j'apprécie, la dématérialisation et tout ça. J'apprécie tout ça, les infrastructures, tout ça, mais en faisant en sorte qu'on ajoute les compétences de notre Béninois sur notre Béninois, nous sommes capables de faire vite et bien. Merci. Voilà ce que je voulais partager et dire aux Béninois que 2021 est une belle année où Dieu va manifester sa gloire dans la vie de chacun de vous. Ayez la foi et surtout agissez pour transformer cette foi en résultat concret. Merci, Patrick Amapoyon. C'était vous qui avez fait votre grand direct aujourd'hui sur Diaspora FM. Merci à chacun et à tous de nous avoir suivis. Je crois que vous en avez eu vraiment pour votre compte. À vous de jouer, Milord, comme le dirait l'autre. Tous les samedis, à partir de 10h, suivez votre émission, Le Grand Direct de Diaspora FM. Émission de débat politique, économique et social. Le Grand Direct